combien au total il y en a? Je peux même pas vous dire. On en voit tellement, je crois, qu'on n'y fait même plus attention. La salamandre, on peut dire que c'est à la fois un animal symbolique, peut-être pas mythologique. Il n'a pas vraiment de référence dans le bestiaire médiéval d'antan, mais son nom va changer suivant les régions françaises. On lui attribue différentes qualités. Très souvent, c'est pas bon signe. François Ier, lui, l'a choisi pour une autre raison, c'est qu'elle a la peau couverte d'une petite substance visqueuse qui apparemment lui permettrait de résister aux fortes chaleurs. Elle joue avec deux instruments. Le premier, c'est le feu et le deuxième, c'est l'eau. Parce qu'elle ne garde que le bien, elle ne rejette que le mal, et c'est plus évident d'éteindre le mal avec de l'eau. Celle que je veux vous montrer là, la petite insolite, elle est dans cette galerie-ci. Parce que là, on quitte ce qu'on appelle des vestibules et on rentre dans ce qu'on appelle une loggia, une galerie toute italienne. Et là, voilà, c'est une salamandre qui attaque un dragon. C'est le combat du bien contre le mal. Et on va dire que c'est plutôt la salamandre qui gagne. Voilà. Un emblème, c'est toujours accompagné d'une devise. Et la devise de François Ier, en latin, c'était nutrisco et extingo. Ça signifie je me nourris et j'éteins. Et c'est là qu'on retrouve le jeu d'avaler les flammes et de cracher l'eau. L'un ne va pas sans l'autre, toujours, toujours. Celle-ci, là, vous lui voyez très bien les écailles qu'on a représentées, les griffes, les dents. Et celle-ci, elle crache des petites gouttelettes d'eau. Et toujours, toujours, la salamandre, elle sera entourée de petites flamèches. Et puis une couronne, toujours, là encore, au-dessus de la gueule de cette salamandre. Et jamais une couronne royale. Celle-ci, elle est impériale parce qu'elle est fermée par un globe et surmontée de la fleur de lys ou quelquefois de la croix latine. Il faut comprendre par là que François Ier, il avait des rêves de grandeur. Le public britannique découvre Sherlock Holmes, le célèbre détective accompagné de son inséparable acolyte Watson, en 1887, dans une enquête policière intitulée « Une étude en rouge ». Dès cette première intrigue, le caractère de Sherlock Holmes se dessine. Il prend les traits d'un vieux garçon élégant et maniéré, doué d'une incomparable qualité de déduction. Celui qui relate les nombreuses aventures de Sherlock Holmes, Conan Doyle, jeune médecin originaire d'Édimbourg, s'est semble-t-il inspiré de l'un de ses professeurs pour créer ce personnage singulier qui se joue encore aujourd'hui de ses lecteurs. Personnage de roman ou détective bien réel, la controverse demeure. La capitale française est citée à diverses reprises dans les ouvrages de Conan Doyle. Plusieurs enquêtes de Sherlock Holmes se passent à Paris. On y croise des personnages comme Don Murillo ou encore Eduardo Lucas, alias Henri Fournet, espion international, assassiné rue Crémieux, à 2 pas de la gare de Lyon par son épouse jalouse. D'autres lieux parisiens furent le théâtre des aventures de Sherlock Holmes. La gare du Nord, l'hôtel du Louvre, la rue d'Austerlitz ou encore le Café de la Paix sont mentionnés dans les enquêtes. Reste à savoir si Sherlock Holmes et Watson foulèrent vraiment le pavé parisien. Nous n'avons aucune certitude de cela, mais les certitudes et Sherlock Holmes ne font jamais bon ménage. Nous voilà à la gare du Nord, qui à l'époque de Sherlock Holmes comptait déjà 13 voies à quai et abritait un très dense trafic de voyageurs. On parle de 10 millions de personnes recensées en 1900. C'est à l'issue d'une course-poursuite endiablée, bien déterminée à échapper au sinistre professeur Moriarty qui les poursuivait sans relâche, qu'Holmes et Watson ont, pour brouiller les pistes, abandonné leurs bagages dans le train qui les conduisait à Paris, faussant ainsi compagnie à Moriarty à Canterbury. Les bagages de Sherlock Holmes et de Watson ont sans doute été déposés à la consigne de la gare.
et s'est installé au bar du buffet que Moriarty a patienté 2 jours attendant les propriétaires des valises en vain. Dès 1892, la France fut secouée par une vague d'attentats anarchistes largement meurtriers. Sherlock Holmes participa à une enquête d'envergure qui devait aboutir à l'arrestation de Huret, appelé aussi l'assassin du boulevard, à 2 pas de l'illustre Café de la Paix. Cette arrestation mit un terme au mouvement anarchiste qui avait secoué la France pendant plus de 2 ans et a valu à Sherlock Holmes d'être promu chevalier de la Légion d'honneur par Casimir Perier, alors président de la République. Mais, détail troublant, il semblerait que jamais cette médaille ne fut remise officiellement. Qu'en est-il alors, me direz-vous, de la massive tombe de marbre noir qui, au Père-Lachaise, est attribuée par certains à Sherlock Holmes? À qui appartient-elle vraiment? Si Sherlock Holmes est enterré à Paris, ça voudrait dire qu'il a bel et bien existé ailleurs que dans l'imaginaire prolixe d'Arthur Conan Doyle. Allez savoir. Le château de Villandry a été construit au XVIe siècle, donc entre 1532 et 1536, par Jean le Breton, qui était un ministre des Finances de François Ier. Les jardins qui font la notoriété de Villandry aujourd'hui ont été créés au début du XXe siècle par mon arrière-grand-père, qui était espagnol, il s'appelait Joachim Carvalho, et son idée a été de créer des jardins qui soient en harmonie avec l'architecture du château. C'est donc plongé dans toute la littérature du XVIe siècle relative à l'architecture et aux jardins, et il a reconstitué les jardins que nous voyons aujourd'hui. On s'aperçoit donc qu'au XVIe siècle, la plupart des grands châteaux du Val-de-Loire avaient un potager décoratif à proximité immédiate donc, du château. Le potager de la Renaissance est directement issu du Moyen-Âge. Il y a une très forte inspiration qui vient des jardins des abbayes. Et les moines dans leurs abbayes avaient bien sûr le potager, mais aussi le jardin de plantes médicinales qui était très utile, et ces plantes évidemment étaient utilisées pour leur qualité thérapeutique. C'est entre le potager et l'église que se trouve à Villandry le jardin des simples. Par le terme simple, on désignait autrefois les plantes médicinales permettant de préparer les remèdes de base. L'usage de ces plantes était tellement répandu qu'elles étaient cultivées dans des plates-bandes au même titre que les légumes, les plantes aromatiques ou les fleurs. Au XVIe siècle, la cueillette des plantes médicinales s'opérait selon un rituel rigoureux, ceci afin de s'assurer de la meilleure efficacité thérapeutique possible. Certaines plantes, comme le millepertuis, devaient être récoltées à la Saint-Jean, jour du solstice d'été, tandis que d'autres, dans le souci d'une efficacité maximale, devaient être cueillies à reculons. Le choix des plantes consacrées à soigner était souvent généré au départ par la ressemblance qu'elles avaient avec une partie du corps humain. Les qualités thérapeutiques des simples étaient extrêmement variées. La menthe était déjà connue pour ses propriétés toniques et digestives. La lavande, une fois bouillie dans de l'eau additionnée de miel, soulageait les douleurs du foie et des poumons, tout en clarifiant, affirmait-on, les pensées. La mélisse était largement utilisée pour séparer, diviser et dégager les humeurs, tandis que le lierre terrestre, aux fleurs bleues, luttait efficacement contre les bourdonnements d'oreilles. Le thym, outre son usage culinaire, avait des propriétés antiseptiques. L'absinthe, déjà signalée dans les ouvrages d'Avicenne, était utilisée pour soulager les rhumatismes et la goutte. Toutes ces plantes, avant de révéler leurs vertus thérapeutiques, ont été largement observées, essayées, provoquant parfois quelques accidents. La difficulté pour les moines, les apothicaires ou les particuliers les utilisant était sans doute d'apprécier la pathologie avec justesse et de doser le remède avec précision afin de lutter efficacement contre la maladie et la douleur. Nous venons de contourner par la courtine
les jardins qui sont des jardins de création 20e, mais sur l'emplacement des jardins du roi René, avec ses ifs magnifiques. Et dans le fond là-bas, Châtelet 15e. À gauche du Châtelet, vous apercevez un grand mur en schiste. Ce grand mur en schiste qui forme un L est en fait situé sur l'emplacement d'anciens bâtiments romans, mais c'est la galerie de la tenture de l'Apocalypse, cette fameuse tenture de l'Apocalypse qu'on vient admirer du monde entier, puisque c'est quand même une œuvre unique, tissée, qui fait aujourd'hui 106 mètres conservés. À l'origine, 146 mètres. Tissée sur 6 mètres de long et 4,50 mètres de haut. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs lissiers qui travaillaient sur un seul métier. C'est un travail extraordinaire. Alors ce qu'on peut se demander, c'est comment et pourquoi Louis Ier, premier duc d'Anjou, a fait cette commande prestigieuse, parce que même à l'époque c'était une œuvre d'art magnifique, à une période où on est en pleine guerre de 100 ans, et où il est plutôt bien vu de mettre son argent, quand on est un homme politique, dans les armes et la guerre. Il n'a pas fait ce choix, il a fait un choix d'amateur d'art, peut-être de mécène, ou alors d'aucuns moins bien intentionnés, dont je fais partie, pensent que peut-être il avait un message politique à faire passer. Il faut savoir que c'est une tenture qui a une histoire assez fabuleuse parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. Quand le roi René est mort, il a légué cette tenture à la cathédrale. Les chanoines l'ont utilisée, elle a été exposée de temps en temps dans la nef. Ensuite, à la Révolution, la tapisserie a été coupée parce qu'il y a 6 grandes pièces gigantesques de scènes superposées. Il y a plus de 75 pièces superposées. Et donc, ces scènes ont été coupées et ont été empilées à l'ancien évêché, à l'église Saint-Serge, enfin dans 3 lieux de la ville. Et c'est au XIXe siècle que le chanoine Joubert, qui était custode de la cathédrale, s'est dit « mais où est cette tenture ? Qu'est-elle devenue ?» Donc il a fait sa petite enquête, ses petites recherches, et il a trouvé des piles de cette tapisserie là où on pensait qu'elles étaient, c'est-à-dire dans les 2-3 lieux que je vous ai cités tout à l'heure. Il a fait mettre à plat et on s'est aperçu qu'il manquait 40 mètres à la tenture. Alors après enquête minutieuse, il s'est avéré que cette tenture, ces tapisseries, elles ont servi comme on le fait aujourd'hui avec des vieilles moquettes. On s'en est servi pour couvrir les serres, on s'en est servi pour faire des couvertures pour les chevaux, pour entourer les orangers, enfin voilà. Donc on peut imaginer que les 40 mètres manquants ont disparu dans la nature. C'est donc un texte complètement biblique puisque c'est fondé sur le texte de l'Apocalypse, dernier texte du Nouveau Testament. Et les messages 14e sont assez flagrants dans la tenture, soit par l'architecture, purement 14e parfois, soit par les costumes des personnages, soit même par l'histoire. Et il y a un traitement extrêmement moderne de l'image, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui on fait encore énormément d'efforts pour la conservation. Dans les années 80-90, on s'est aperçu que la tenture perdait des couleurs, que les pigments naturels étaient un peu mangés. On s'est aperçu que cette galerie construite en 1954 était sur tout un côté en vitrage et que la lune et le soleil brûlaient les pigments naturels. Depuis 1996, installation en fibre optique dans toute la galerie, scientifiquement les pigments sont sauvés. En tout cas, ce qui a été perdu est perdu, mais le reste est parfaitement visible et l'envers a conservé toutes les couleurs.